Attention, l'ensemble des médias présents dans cette vidéo sont utilisés à titre parodique pour faire une critique plus ou moins objective sur une œuvre appartenant à leurs propriétaires respectifs. Vous savez que les œuvres issues de l'animation japonaise sont très souvent des œuvres transmédia. Les mauvaises langues diront que de toute façon l'animation japonaise n'est qu'un produit dérivé afin de donner plus de visibilité au manga d'origine, ce qui n'est pas forcément faux au vu de l'explosion des ventes de l'œuvre originale suite à une adaptation animée, ou qu'à contraire la chute des ventes lors de l'arrêt de l'adaptation animée. Mais j'ai envie de dire à ces mêmes personnes que d'un sortez un peu de votre Dragon Ball, One Piece, Naruto et autres Fairy Tail, ou pour les plus anciens d'entre vous, votre Cobra ou votre City Hunter, qui même si je suis d'accord sont des mangas qui ont donné les lettres de noblesse à l'animation japonaise. Alors justement, à ce sujet, on n'est pas trop d'accord. Vous inquiétez pas les gars, je vous fais justice juste après, car même Sword Art Online, que vous idolâtrez tant, n'est pas un animé tiré d'un manga, mais d'un light novel. Un manga et un light novel, c'est la même chose, c'est un livre. Cette comparaison est aussi valable qu'un roman avec une bande dessinée. De deux, l'animation japonaise est très bien capable de créer des œuvres qui sont d'abord destinées au support vidéo sur petit écran, comme Code Geass, Gurren Lagann ou Anno tu peux revenir, Neon Genesis Evangelion, ou sur grand écran comme Miyazaki c'est à toi avec la filmographie complète du studio Ghibli. Et troisièmement, du fait de son statut d'œuvre transmédia, les œuvres qui sont adaptées en animé ne sont pas uniquement tirées de manga. Les jeux vidéo, les musiques, de simples images, l'ensemble de tout ce qui est des novels, en passant par les œuvres historiques cultes, aussi bien japonaises avec Aoi Bokaku Series, qu'étrangères avec Kankutsu, qui est ni plus ni moins que le Comte de Monte Cristo. Oui, le putain de Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas qu'on t'a obligé à lire en 4ème a une adaptation en animé. Et donc aujourd'hui on va faire un tour sur une adaptation issue d'un média qu'on n'a pas encore visité. C'est faux, les visual novels. Donc les visual novels, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une histoire sur laquelle le lecteur peut modifier son aboutissement, par des choix qui modifient les actions ou les dialogues du protagoniste de l'histoire. C'est donc des histoires qui se prêtent particulièrement bien au support console, ordinateur, téléphone et autres écrans portables. Bref, tout ça pour vous dire salut à tous, aujourd'hui dans Animornix, on vous parle de Grisaya no Kajitsu. Non, Grisaya no Kajitsu commence par un spot anti-OGM, en tout cas c'est à ça que ça ressemble, mais passons puisqu'on va découvrir notre grand, magnifique, inflexible, glorieux personnage principal, au poste de police. C'est au moins un bon prétexte pour le présenter de façon naturelle. Kazami Yuji. Shokugyo wa gakusei da. En fin de compte, je sais pas si on pouvait faire mon naturel. On a le droit par la suite à une partie de notre quota de loli et... Alors non. Pas tout de suite. Donc comme Yuji l'a dit lui-même, il est étudiant, donc il arrive dans son lycée normal, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Mais il n'y a que 6 étudiants. Il découvre son dortoir, bon ça commence à être chiant, vite balancer un cliché. Une maid. Ok, et pour les filles ? Et pendant la suite de l'épisode, on va nous présenter l'ensemble des personnages du harem de cette première saison. Ah oui, c'est un harem. Bon, on a la maid, on pourrait l'appeler Roberta, une amoureuse obsessionnelle, on pourrait l'appeler Albedo, une parodie de Tsundere, là j'ai pas trouvé de nom, un mix entre Senjo Gahara et le regard de Kombaru, la Loli... Oh, je sens que je vais t'aimer toi, vite remettez-moi un personnage sympathique. Merci. Ah oui, et donc tu as notre personnage principal, Yuji, qui est aussi vite que les soutiens-gorge de Rei et Nami. Il me faut quelque chose pour enchaîner, là. Culotte! Merci à celui qui fait le storyboard pour ce gros plan, j'avais mal vu la première fois. Y a pas de souci, tu reprendras bien un peu de boobs. Merci, il ne fallait pas. Et pour commencer de parler de Grisaya no Kajitsu... Attends, c'est quoi cette putain de bande noire en haut et en bas? Alors sache petit Sasuke que ce format vidéo est un format 21/9, et même si je comprends ton étonnement puisque la plupart des vidéos que tu vois à la télé et sur YouTube sont en 16/9, tu dois te dire que c'est le format vidéo le plus récent et que tu vas le voir de plus en plus. En clair, si tu vois ces bandes noires, c'est soit que tu as téléchargé illégalement cette série, tourne pas la tête, c'est à toi que je parle, ou que tu as un moniteur trop ancien pour supporter le format 21/9. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, c'est déjà utilisé dans certains domaines comme le cinéma ou le gaming professionnel. Et si je suis pas un gamer, arrête de mentir, tu passes plus de temps à jouer qu'à monter tes vidéos. Attends, non, c'est pas vrai. Ouais bon, peut-être un peu quand même. Mais une fois que vous avez fini de faire une fixation sur ces petites bandes noires et que vous avez écouté le résumé que je vous ai fait, vous êtes en droit de vous dire que c'est un animé harem qui reprend tous les clichés de ce type de série. 80% des personnages sont féminins, le fait que le personnage principal soit vide et ténébreux. Ouh, il est assis au fond de la classe en regardant par la fenêtre d'un air mélancolique. Tous les personnages féminins sont amoureuses sans aucune putain de raison, certains personnages sont des standards de ce genre d'histoire, on a du plan culotte.
Un must-have. Même pas cliché en plus, et encore une fois, on a un personnage principal qui est très maladroit avec le sexe opposé. Ce à quoi je dirais que tu as tort sur à peu près tous les points, à l'exception du quota de personnages féminins et le fait que ce soit un harem. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai sur tous ces points. Donc tout d'abord, le point le plus important dans un harem, les personnages. Non. Le ecchi? Ouais. C'est pas plus mal parce que cet animé a une utilisation du ecchi bien particulière, puisqu'en général, il y a deux façons d'utiliser le Ponsou Shoto. La première, c'est de l'utiliser dans le scénario, la plupart du temps c'est bien cliché, vous l'avez déjà vu au moins une fois, le personnage principal voit la culotte du personnage féminin qui a miraculeusement trébuché, il doit s'excuser et boum, font rapprochement entre les deux personnages. Dans Grisaya no Kajitsu, on utilise une seule fois ce procédé, et encore c'est tellement tourné en dérision que c'est plus comique qu'autre chose. Et la deuxième façon d'utiliser les Ponsou Shoto, c'est pour les spectateurs, ça n'a aucune utilité scénaristique, mais on a quand même des angles de vue assez particuliers, ce qu'on peut appeler communément du fanservice. Mais dans Grisaya no Kajitsu, ce fanservice est complètement assumé et abusé, sans compter les épisodes spéciaux qui sont encore d'un autre niveau, mais considérez qu'ils sont là pour détendre l'atmosphère et accessoirement tourner en ridicule ces personnages avant de les développer, et croyez-moi, c'est utile. Et si vous croyez que ce fanservice va être étouffant pour la suite du scénario, ne vous inquiétez pas, passez les 3 premiers épisodes, le nombre de Ponsou Shoto 10 minutes drastiquement. Prenez en fait qu'il faille attendre l'extrême fin de la saison 2 pour avoir l'épisode maillot de bain. Je reformule, s'il n'y avait pas d'épisode où on voit les personnages en maillot de bain, ce serait exactement la même chose. Pour ce qui aurait dû être du point le plus important dans n'importe quel autre harem, c'est-à-dire les personnages, au cas où vous dormiez plus tôt dans la vidéo, dans cet animé, tous les personnages sont intéressants, avec une personnalité propre, bien que cliché pour certaines. Non, pas Michiru pour le coup, et surtout développé d'une certaine façon à... Attends, c'est pas toi qui les as taclés plutôt? Albedo, une parodie de Tsundere, là j'ai pas trouvé de nom, un mix entre Senjo Gahara et le regard de Kombaru. Oui, c'est bon, on a compris. C'est pas forcément des tacles, surtout que j'aurais pu dire que les seuls personnages féminins dans la narration présente qui ne feront pas partie du harem, c'est elle et elle. Tu la vois ? Hop, tu la vois plus. Même si j'avoue avoir été particulièrement méchant avec Michiru en disant que c'était une tsundere puisque c'est le personnage le mieux développé du harem et qu'en plus ça n'est pas complètement une tsundere. Mais qu'elle se force à jouer la tsundere pour affirmer sa propre personnalité. Et pour ceux qui commencent à me connaître, vous auriez pu penser que ce genre de comportement m'aurait très légèrement énervé. Et vous auriez eu raison, mais dans le cas de Michiru c'est justifiable, mais surtout elle se force tellement qu'elle en devient maladroite et est détournée en personnage comique. Je vous mets au défi de me trouver dans un autre animé romance / school life où la tsundere est un personnage comique. Tout ça pour vous rappeler que c'est l'un des personnages avec le meilleur développement de la série, donc souvenez-vous bien des moments où vous avez ri avec elle parce que ce sera pas toujours le cas. Et ça malgré le fait qu'elle ait des animations faciales très cartoonesques et qu'elle soit la seule dans ce cas-là, mais là c'est plus par respect pour l'œuvre originale. Car j'en ai très brièvement parlé dans l'introduction, mais c'est une adaptation d'un visual novel plutôt fidèle pour le coup. Et j'ai même été surpris de voir que le visual novel était beaucoup plus sage sur le ecchi que l'animé, contrairement à l'adaptation manga. Attends, on veut en voir plus! Je veux pas, YouTube va pas être content. Et encore, je ne vous parlerai pas des épisodes spéciaux pour lesquels je vous recommande de les regarder avec un paquet de mouchoirs à votre portée. Mais on veut en voir plus! Bon d'accord, je ferai un top 5 des moments ecchi issus de l'animé. Donc les développements de Makina et Michiru sont assez fidèles, les développements de Yumiko et Sachi sont quand même bien charcutés, mais on y retrouve les points les plus importants, et le développement de Amane mérite votre visionnage à lui seul grâce entre autres à Kazuki, la sœur de Yuji. Maintenant vous avez dû comprendre que le point le plus important de cet animé était le développement de ses personnages, et d'après vous par quels moyens ils vont développer leurs personnages? Oh c'est non. Parce que c'est épique. Oh c'est non. Pour la cohérence des réponses aux problèmes des filles du harem. Oh c'est non. Pour la violence. Oui, et l'ultra-violence aussi bien physique que morale des thèmes abordés. Ça va de l'assassinat, la torture, le suicide, l'acceptation de soi, et c'est rendu bien plus complexe que vous le pensez grâce au scénario, les difficultés familiales, la maltraitance, la survie de l'homme face à l'homme, et j'écorte volontairement cette liste parce que d'un, il y en a tellement que je suis sûr qu'il y en a que j'ai pas vu, et de deux, il me faudrait pas mal spoiler pour vous parler de tous ces sujets. Et encore, j'aurais pu vous parler du développement du personnage principal. Donc je vais le faire maintenant. Yuji est le personnage que l'on interprète dans le visual novel, mais contrairement à ce que ce support nous habitue, c'est-à-dire un personnage qui n'a pas de personnalité, comme ça tu peux calquer la tienne par-dessus avec les actions disponibles dans le jeu, Yuji n'est pas un personnage sur lequel on peut et veut s'identifier. C'est un tireur d'élite, les avances des filles ne le troublent pas, et on apprend son passé dans Grisaya no Meikyu et les 4 premiers épisodes de la saison 2. Vaut mieux tard que jamais. Qui a eu une enfance qui n'a rien à envier à celle de Guts, avec assassinat, attouchement, camp de concentration pour enfants soldats, et je passe certaines joyeusetés. Ce qui fait que cette tête ne passe absolument pas dans le développement du personnage. Je mange 700 grammes de wasabi tous les matins. Et ensuite la saison 2, elle continue sur la lancée de la saison 1 en abordant d'autres sujets tout aussi sensibles, dont un qui ne manquera pas de vous choquer. Donc je vais vous le faire comprendre de façon très subtile. I love little girls, they make me feel so good. I love little girls, they make me feel so bad. Oui bon, vous allez me dire que ça va, on est habitué depuis le temps, sauf que là ce serait plus. I love little boy, they make me feel so good. I love little boy, they make me
Et je tiens à prévenir les puristes qui vont s'indigner de l'immoralité de ce passage que d'un des passages tout aussi choquants il y a peut-être déjà eu dans cet animé, et de deux, ce passage a une utilité scénaristique puisqu'il fait opposition avec ce qu'a déjà vécu ce personnage dans son passé, il justifie l'aisance du personnage avec le sexe opposé tout en développant les relations entre plusieurs des personnages. Cette saison fait aussi gonfler l'aspect harem de cet animé puisque les personnages de la saison 1 sont toujours là, d'autres apparaissent avec des avances à peine subtiles. Mais surtout, certains personnages gagnent en authenticité, comme Yumiko, qui est devenu mon personnage préféré de la série, et d'autres gagnent en visibilité, comme Jibe, Asako et Kazuki, même si certaines balades scénaristiques me la font moins apprécier que lors de la saison 1. Parce que j'ai eu l'impression que les scénaristes ne savaient absolument pas quoi faire de la popularité de ce personnage qu'on aperçoit dans les épisodes de la fin de la saison, que je me retiens toujours autant de ne pas vous spoiler. Je me répète, mais cet animé mérite votre visionnage juste pour ces épisodes-là, et on ressort de la saison 1 avec 60% des spectateurs qui se disent que c'était le meilleur personnage de la série. Source approximative et non officielle tirée de la source suivante. Salut, chez les scénaristes. Putain, c'est la merde, mon personnage le plus apprécié de mon œuvre, je vais plus pouvoir l'utiliser si je veux faire une suite. Et je veux faire une suite. Fais un épisode filler. Je sais, je vais faire un OAV de 40 minutes. J'ai dit un épisode. Et puis je me casse. Je pourrais raconter le passé du personnage principal, faire apparaître Kazuki, et avec un peu de chance même, transmettre la sympathie du public de Kazuki vers Yuji. Bon, le dernier plan n'a pas marché. Conscience, t'as un nouveau plan pour faire une suite? Tu te démerdes. Bon, Osa, je la réintègre dans mon deuxième visual novel, mais il va falloir que je trouve une autre source d'inspiration pour le scénario de cette suite. Tiens, ma cassette de Ghost in the Shell. Bon, on va arrêter les conneries tout de suite. Ce qui faisait la force de ce personnage, c'était de pouvoir passer pour un leader sans pour autant vouloir en être un. Avec une bonne intuition, doué en mind game, prenant des décisions logiques, raisonnables et justifiables aux dépens de sentiments humains, le tout en affrontant le même sort que ses camarades. Autant vous dire que dans la saison 2, elle ne dégage absolument pas le même taux de sympathie. Et encore, je ne vous parlerai pas de ça. De plus, comme la saison 2 est partie dans un tout autre délire que la saison 1, et je vous assure que c'est troublant la première fois que tu passes d'un school life à groupuscule luttant contre une organisation secrète, et comme c'est pas Itokazu no Ri au script, il va bien falloir créer un méchant à cette histoire, donc ce sera lui, ne vous inquiétez pas, même si on ne le voit pas de la saison 1, on a bien le temps de le détester dans l'OAV et dans la saison 2 qui suit. Bon, après avoir parlé du format sans avoir parlé de l'animation, il va peut-être être temps de revenir sur ce manque. Donc pour ce qui est de l'animation, c'est le studio 8-bit qui s'en charge, et le premier qui me sort une blague sur le nom de ce studio, je vous force à regarder les deux saisons de Yakin Beauty, et croyez-moi, vous n'avez pas envie de les voir. Ok, bon, ça j'accepte. Donc sans être exceptionnel, l'animation est quand même de très bonne qualité, elle arrive à donner son ambiance à chacune des scènes, très lumineuse dans les moments school life, ce qui fait que même les plans fixes sont agréables à regarder, et très sombres voire oppressants quand le scénario s'y prête. Les OST sont majoritairement ceux du visual novel, et comme c'est pas du Type Moon, ne vous attendez à rien d'exceptionnel, même s'il y a quelques pics de dynamisme. Pour ce qui est du duo opening et ending, je m'en souviens plus, je m'endormais avant la fin. L'anatomie des personnages est globalement bien respectée, sauf Chibi Time et pour Michiru, et là encore une fois c'est pour rester fidèle au support de base. Les personnages ont un cara design que j'aime bien, surtout Les boobs. le dégradé de couleur au niveau des sourcils, tu rajoutes à ça des seiyuu qui sont vraiment appliqués, sauf pour lui et pour elle. Et parfois on a un craquage en 3D, et comme je le suis retenu plus tôt dans la vidéo, cette fois je compte bien le faire. De quoi tu parles? Déjà vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa. Donc si vous voulez mon point de vue sur cet animé, il est mitigé. L'aspect harem est pleinement assumé et compréhensible au vu du support de base, dans lequel on intègre toutes les happy du support de base dans le même univers, avec une histoire plus adaptée au sujet presque trop ambitieux pour un harem ecchi school life. Mais malheureusement, le traitement de ces sujets très violents est très inégal entre eux. Certains ont voulu laisser une vraie marque post-visionnage, alors que certains autres sont complètement oubliables en comparaison. Et c'est encore plus vrai quand tu commences à aborder les mêmes sujets que Ghost in the Shell, ça devient beaucoup trop fade. On rajoute un personnage tellement torturé et marqué par son passé qu'on arrive à comprendre ses actions sans pour autant avoir de la sympathie à son égard, alors que l'ensemble des autres personnages avec moitié moins de temps de développement sont plus attachants que le personnage principal. Malgré ça, c'est devenu l'un des animés tirés de visual novel les plus prolifiques depuis 2014, avec 22 épisodes d'animé, un OAV de 40 minutes et une dizaine d'épisodes spéciaux. Bon, en même temps, des animés tirés de visual novel, ça court pas les rayons, retirez ces 4 là et vous verrez que le reste a vraiment du mal à se faire connaître. Pourquoi tu rigoles? Cache ça sous le bureau. Et mon point de vue mitigé s'explique en grande partie par le manque d'équilibre entre les 3 éléments qui composent cet animé, à savoir l'humour, la violence et le ecchi. Tiens, en parlant d'ecchi, tu nous avais pas promis quelque chose plutôt? Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Grisaya no Kajitsu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, cliquez sur le pouce bleu si votre curseur vient se perdre par là. Les pouces ne sont plus bleus. Ah, d'accord.
Et sinon, abonnez-vous à la chaîne au cas où une nouvelle vidéo sortirait et rejoignez-moi sur Twitter si le cœur vous envie. Sur ce, Nippon Banzai!